Il y a 3 sujets un petit peu hétéroclites, mais l'idée était de refaire un point sur certaines choses qui pouvaient être intéressantes à souligner. Et voilà, donc je suis le docteur Lafargue et je vais moi vous parler du premier sujet qui est un sujet vraiment basé sur la législation. C'est des choses qu'on voit quand même très régulièrement. On est amené donc, à prendre en charge des personnes donc, mineures. Et donc il y a un certain nombre de considérations légales qu'il faut connaître quand on les prend en charge, que ce soit pour l'anesthésie ou d'ailleurs pour autre chose au niveau des urgences. Donc moi, mais vous allez voir, hein, les références bibliographiques du topo, c'est quasiment uniquement le code civil, le code de santé publique, le code de déontologie médicale. Et vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'espace en fait à l'improvisation, tout est en réalité écrit partout. Donc la majorité en France, puisqu'on s'adresse à des enfants mineurs, enfin des personnes mineures, il faut savoir à quel moment on est majeur. Donc ça a été fixé en 1974 par l'article 388 du Code civil. Donc la majorité en France est à 18 ans accompli, puisque en deçà de 18 ans accompli, on est mineur. Il y a quelques exceptions. Il faut savoir qu'une maman, une mère célibataire qui est mineure, elle est mineure pour elle-même. Par contre, elle exerce l'autorité parentale pour son enfant. Donc une maman qui n'a pas 18 ans peut donner l'autorisation et a l'autorité parentale sur son enfant, alors que pour elle-même, elle a l'obligation d'avoir normalement l'accord de ses 2 parents. Les mineurs étrangers, en principe, on a pris la majorité du pays du mineur étranger. Il y a quand même énormément de pays où la majorité est également à 18 ans, mais il y a certains pays, notamment en Afrique, où ça peut être un petit peu différent. La possibilité d'un mineur, un mineur peut être émancipé, c'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 16 ans révolu, un mineur peut être considéré comme responsable de lui-même et donc majeur. Ça peut être sur demande de son père, de sa mère, du conseil de famille lorsqu'il y a par exemple une situation complexe. C'est de toute façon une décision du juge des tutelles et donc ça ne peut pas être improvisé. Vous devez avoir la preuve de cette émancipation si vous devez recueillir un consentement. Et puis depuis 2006, parce que ce n'était pas le cas avant, il y a une suppression de ce qu'on appelait l'émancipation de plein droit par le mariage. C'est-à-dire que jusqu'à 2006, une mineure mariée devenait automatiquement émancipée. Ça n'est plus vrai depuis 2006. On parle ensuite d'autorisation d'opérer. Donc il faut savoir ce que c'est que l'autorité parentale. Et donc c'est également une notion qui est définie dans le Code civil. Vous voyez, pas depuis si longtemps que ça, 2002, ça fait pas 50 ans. Mais l'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs qui ont pour finalité l'intérêt de l'enfant. On va beaucoup parler d'intérêt de l'enfant. Et cette autorité parentale, elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Et déjà dans cet article du Code civil apparaît les notions de le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité. L'autorité parentale est également dévolue aux parents pour assurer l'éducation et permettre le développement dans le respect de la personne. Également déjà dans cet article très princeps du Code civil est noté que l'enfant doit être associé aux décisions qui le concernent, selon évidemment son âge, et on reviendra sur cette notion ultérieurement. L'autorité parentale peut être exercée par un seul parent. Dans quelles conditions? Eh bien sûr, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent. C'est quasiment toujours la mère, évidemment, puisque au moment de l'accouchement, l'enfant est par définition reconnu comme étant l'enfant de sa maman qui vient de le mettre au monde. Et donc c'est ce qu'on appelait avant le né de père inconnu, c'est-à-dire que lorsque dans le carnet de santé n'apparaît qu'un des 2 parents, donc en règle générale la mère. Une façon assez simple, assez facile d'être certaine de ça, d'être certain, l'enfant porte le nom de sa mère. S'il y a quelqu'un qui vous exprime ça et dont l'enfant n'a pas le même nom de famille que la maman, clairement, ça ne peut pas être une autorité parentale exclusive à la mère. Il y a une autre situation, en cas de naissance dans un couple non marié, vous savez que pour que l'enfant porte le nom de son père, il faut qu'il y ait une reconnaissance de l'enfant par le père. La loi française estime qu'un enfant de couple marié est forcément l'enfant de son père et de sa mère. Lorsque les parents ne sont pas mariés, il faut faire une démarche. Si cette reconnaissance a lieu plus d'1 an après la naissance, l'autorité parentale et donc la filiation n'est pas établie automatiquement au nom de l'enfant, il faut que le second parent fasse une démarche d'adoption. Donc ça c'est bien connu aussi. Et puis, il y a des conditions, évidemment, si on prive un des 2 parents de l'autorité parentale, c'est écrit également dans le Code civil, il peut y avoir une privation de l'autorité parentale d'un des 2 parents, soit parce qu'il n'est pas en état de manifester sa volonté, par exemple, un des parents a un accident grave, des choses de ce type-là, soit parce qu'il en est jugé incapable, parce qu'il est absent ou il ne s'occupe pas de cet enfant, ou pour toute autre cause. Sachez que c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. On a tous des situations, même de parents, qu'on pourrait qualifier comme déficients, comme agressifs ou en prison.
beaucoup de choses, mais c'est vraiment absolument exceptionnel. Et bien évidemment par décès d'un des deux parents, ça c'est évident. Et donc le Code civil précise que si l'un des pères et mères soit est décédé, soit est privé de l'autorité parentale, l'autre parent exerce seul l'autorité parentale. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une séparation parentale? Eh bien, il y a une phrase que moi j'aime bien, c'est voilà, si la famille se modifie, le couple parental survit au couple conjugal, et c'est également précisé par un article du Code civil. Il n'y a pas d'incidence sur l'exercice de l'autorité parentale si les parents se séparent. L'adoption, c'est un cas un petit peu particulier. On a déjà eu des situations où l'adoption n'était pas encore plénière, donc c'est un petit peu compliqué, mais lorsque l'adoption a été plénière, c'est comme s'il s'agissait d'un enfant légitime. Lorsque l'adoption est simple, et en France on en a quand même très très peu, eh bien c'est l'adoptant qui a l'autorité parentale. Encore une fois, ces situations-là révèlent d'une attestation, d'une certification de la situation par un jugement, un texte de loi que les gens doivent être capables de produire si nécessaire. Alors on parle également d'autorité et d'autorisation. Il faut distinguer deux choses, on appelle les actes usuels et les actes non usuels. Pourquoi? Parce que la nécessité du consentement est un petit peu différente entre les deux. Alors il n'y a pas de définition dans la loi, c'est vraiment que des cas de jurisprudence, mais il a été effectivement caractérisé que les actes usuels sont les actes de la vie quotidienne, qui sont notés sans gravité, sans geste de soin, qui n'exposent pas le malade à un danger particulier. Par exemple en médecine, les soins obligatoires, la vaccination, les choses comme ça, les petits soins courants, la poursuite d'un traitement, les consultations d'une façon générale. Ça peut être par exemple au niveau scolaire, une autorisation de sortie dans une école, on n'a pas nécessairement besoin de l'autorisation des deux parents. Pourquoi aussi? Parce que dans le Code civil, il est précisé que lorsqu'on ne recueille l'autorisation que d'un parent, on estime que le parent est garant de l'autorisation du deuxième. Vous n'êtes pas ni policier ni rien. Et donc le Code civil précise à l'égard des tiers de bonne foi, c'est vous, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel. Le problème, c'est que l'anesthésie et la chirurgie ne sont pas des actes usuels. Ils sont effectivement caractérisés comme non usuels, c'est-à-dire que ce sont des actes qui peuvent effectivement engager le devenir du malade et pour lesquels il peut y avoir des complications ou des effets indésirables. Et donc il est très nettement précisé qu'il peut s'agir des actes invasifs tels que l'anesthésie ou l'opération chirurgicale. Il n'y a pas de doute dans la loi, il n'y a pas de discussion, ces actes nécessitent l'autorisation des deux titulaires de l'autorité parentale. Vous avez également une obligation d'information. Vous savez que depuis 2002, les malades ont le droit à avoir une information, donc toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, c'est une exigence et c'est précisé dans le Code de santé publique. Bien évidemment quand il s'agit d'enfants, puisqu'on va demander le consentement des représentants de l'autorité parentale, et bien cette information doit être donnée à ces personnes-là. Donc il faut absolument pouvoir informer donc, les représentants de l'autorité parentale, et il est précisé dans le Code de santé publique que seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent en dispenser. Ce sont des notions qui sont écrites telles quelles, qui dans la réalité sont évidemment susceptibles d'être interprétées en fonction de la situation. Il y a des petites notions, c'est-à-dire que le mineur, effectivement, ne peut pas décider pour lui-même, mais par contre, il peut et il doit être informé en fonction de son état et de son aptitude à comprendre l'information. Et ce qui est clair, c'est que la loi le dit qu'il a le droit éventuellement de s'opposer à ce que les soins soient réalisés ou à ce que les procédures qui sont envisagées soient réalisées. Donc le Code de santé publique précise que le mineur a le droit de recevoir l'information lui-même, c'est-à-dire qu'on informe les représentants de l'autorité parentale dont on va avoir besoin de l'autorisation, mais évidemment lui-même également. Et son consentement à lui doit être systématiquement recherché. Alors il n'y a pas de seuil d'âge, c'est très compliqué, on ne peut pas dire qu'on les informe et qu'ils ont le droit de dire non à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 12 ans, 13 ans, c'est très compliqué. Donc c'est aux équipes médicales et aux médecins d'apprécier l'aptitude à ce que l'enfant puisse donner un consentement libre et éclairé. Mais on lui reconnaît le droit effectivement de s'opposer potentiellement ou d'opposer le secret médical à ses parents. C'est également précisé dans le Code de santé publique, où il dit, le Code de santé publique dit qu'on peut se dispenser du consentement des parents si l'enfant, c'est souvent des adolescents, s'oppose absolument à ce que les parents soient au courant de ce qui va se passer.
Je vous donne un exemple, on a eu ça il n'y a pas très longtemps, d'une jeune fille qui devait avoir une chirurgie des grandes lèvres, et elle s'opposait absolument à ce que son père soit au courant de cette chirurgie. Sa maman était au courant, sa maman était effectivement d'accord, mais la jeune fille s'opposait à ce que le papa soit au courant. Et donc c'est quelque chose qui est absolument prévu, et vous pouvez, dans ces cas-là, après évidemment discussion, mais si l'enfant, si la jeune fille ou l'adolescent ou l'enfant s'oppose expressément à ce que ses parents soient au courant, eh bien vous avez la possibilité de garder le secret. Mais le Code de santé publique précise que vous devez tout faire pour essayer de la convaincre, de le convaincre. Donc c'est précisé également dans le Code de santé publique. Et si les deux parents ne sont pas, si l'enfant refuse que ses deux parents soient prévenus, il y a un article dans la loi qui précise qu'effectivement, on peut mettre en œuvre le traitement, mais que dans ces cas-là, le jeune ou l'enfant doit être accompagné d'une personne majeure. Vous allez voir que c'est ce qui est également précisé dans une autre situation qui est l'interruption volontaire de grossesse. Et de toute façon, le Code de déontologie médicale vous oblige à agir quoi qu'il arrive dans l'intérêt de l'enfant. Et vous devez être le défenseur de l'enfant. S'il pense qu'effectivement l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé, vous devez être le défenseur de l'enfant et donc agir dans le sens de l'intérêt de l'enfant, quoi qu'il arrive. Alors il y a un cas particulier, très particulier, qui est l'interruption volontaire de grossesse. Je sais pas l'évolution que je sais pas. La loi de 2001 donc, précise effectivement les choses sur l'interruption volontaire de grossesse d'une façon générale et d'une façon particulière pour les mineurs. Donc vous savez qu'il y a des consultations médicales obligatoires, psychosociales, que ça ne se décide pas comme ça. Ce qui est très clair, c'est que la demande d'interruption volontaire de grossesse doit émaner de la mineure. C'est elle qui doit faire la demande, avec une confirmation écrite. Et dans cette situation, le consentement des représentants légaux reste la règle générale. C'est-à-dire que d'une façon générale, si la femme est mineure, le consentement de l'un, ou au mieux des deux, titulaires de l'autorité parentale, doit être recueilli. Et puis, il faut joindre ce consentement. Mais, si, encore une fois, la mineure ne le souhaite pas, veut garder le secret, on peut imaginer très facilement qu'une mineure veut garder le secret d'une grossesse et décider de pouvoir interrompre cette grossesse sans que ses parents soient au courant. C'est précisé, effectivement, dans le Code de santé publique. Elle doit désigner une personne majeure de son choix qui va l'accompagner. Et vous avez néanmoins, dans le Code de santé publique, encore une fois, la notion que vous devez absolument essayer de la convaincre de recueillir le consentement de ses parents, mais si elle ne le veut pas, eh bien vous pouvez pratiquer l'interruption volontaire de grossesse et les soins qui lui sont liés à sa demande, si elle est donc de façon assez encadrée, à condition qu'elle soit accompagnée d'une personne majeure de son choix. D'une certaine façon, c'est comme si cette jeune fille décidait qu'à la place de ses parents, c'est quelqu'un qui doit être majeur, ça c'est la loi, qui finalement est la personne de confiance à qui elle peut demander effectivement l'autorisation. Le deuxième cas particulier, et vous y êtes probablement confronté, enfin on peut y être confronté assez régulièrement, c'est l'urgence. On n'a effectivement pas toujours les deux parents, ou même rarement les deux parents pendant l'urgence. Alors bien sûr, il faut être capable de distinguer l'urgence vitale, l'urgence fonctionnelle, l'urgence psychique, c'est très compliqué. On va considérer effectivement deux cas un petit peu typiques, c'est-à-dire que le premier cas, l'enfant est aux urgences, on n'a pas de contact avec les parents ne sont pas là, ou alors il n'y a qu'un seul parent et vous ne savez pas si vous allez pouvoir recueillir le consentement du deuxième. Il est précisé que vous devez tout faire pour joindre les parents. C'est votre obligation. Vous êtes obligé par le Code de déontologie médicale de faire tout ce qu'il faut, ou essayer de faire tout ce qu'il faut pour joindre les parents, afin effectivement de les informer, d'obtenir le consentement aux soins. Ce qui est clair, c'est que toutes ces démarches de recherche du consentement, elles doivent être tracées dans le dossier, absolument, c'est important, parce que c'est ce qui va permettre de prouver que vous avez cherché à joindre le consentement, mais que malgré tout, si l'urgence le nécessite, vous avez néanmoins délivré les soins dans l'intérêt de l'enfant. Tout ça, ça doit être tracé dans le dossier, puisque le Code de déontologie précise que vous avez le droit du coup d'exercer, enfin, de donner les soins nécessaires si les parents, au final, après vos recherches, ne sont pas joignables. Il y a un autre cas qui est éventuellement que les parents refusent, et que finalement l'intervention nécessaire soit urgente, ou en tout cas qu'elle doit être absolument faite, et les parents au final disent non, on ne peut pas. Vous avez également l'obligation de tout faire pour les convaincre que c'est absolument nécessaire de prendre en charge leur enfant et de l'opérer, en expliquant que l'absence de traitement peut entraîner des conséquences graves.
Et puis, si les parents persistent dans leur refus, vous avez le code de santé publique vous autorise effectivement à délivrer les soins indispensables. Encore une fois, ces éléments doivent être absolument tracés. Vous devez noter les numéros de téléphone d'appel, à qui vous avez appelé, à quelle heure vous les avez appelés, qui vous avez joint et pour quelle raison vous n'avez pas réussi à avoir cette autorisation. En cas de chirurgie, d'intervention programmée, on ne peut pas prendre en charge des enfants mineurs sans un certain nombre de documents obligatoires. Vous devez avoir la preuve de l'identité des parents, c'est pas toujours une évidence. Quand vous dites un enfant en consultation avec un monsieur et une dame, c'est pas toujours le papa et la maman, loin de là. Donc vous devez avoir l'identité formelle des parents, vous devez avoir le livret de famille, donc qui atteste de la filiation et donc de détenteur de l'autorité parentale, éventuellement d'un extrait d'acte de naissance si le livret de famille n'existe plus. Et puis, toutes les procédures judiciaires, qu'elles soient de divorce, de séparation, de tutelle, les parents doivent fournir, ou le parent, s'il est seul, une copie du jugement qui atteste la décision concernant l'autorité parentale ou la tutelle. En cas de divorce, il est toujours écrit dans le jugement de divorce à qui est dévolue l'autorité parentale. C'est rarement à d'autres personnes que les deux parents, mais ça peut, du coup c'est écrit de façon claire. C'est évidemment différent de la garde de l'enfant. Et donc il y a des gens qui confondent complètement le fait que l'enfant soit confié, par exemple, et soit exclusivement confié à la garde, par exemple, de la mère. Le papa, ou pour autant, n'est pas privé de son autorité parentale et donc doit pouvoir signer. Et puis, évidemment, il faut donner le formulaire de consentement. Il ne faut pas le donner juste au moment où l'enfant va être admis. C'est des choses qui s'anticipent. Donc, il faut le donner avec les explications nécessaires, de façon anticipée, avec la mention de l'acte que vous allez réaliser. Et il y aura une vérification donc, de l'ensemble de ces éléments au moment de l'admission de l'enfant. Alors, je donne un exemple de formulaire d'autorisation parentale que l'on a chez nous pour dire que on y précise d'emblée que la signature des deux parents est obligatoire, on y précise d'emblée que l'acte pour lequel on demande l'autorisation est écrit, donc l'acte chirurgical et les actes d'anesthésie qui l'accompagnent. On précise d'emblée quelle pièce justificative il faut apporter pour que l'on puisse vérifier la validité de ce consentement. Et donc, finalement, c'est très simple. On se dit, les gens sont au courant, il n'y a pas de raison qu'on ait des ennuis avec ces autorisations, puisqu'on sait ce que c'est qu'un mineur, on sait pour qui exerce l'autorité parentale, on sait que l'anesthésie générale n'est pas un acte usuel, on estime, on espère que l'information a été donnée, et on connaît les situations de dérogation au consentement. Et donc, le formulaire d'autorisation d'acte doit être rempli et signé par les deux parents avant toute anesthésie chez l'enfant. Et le Code de santé publique est très clair. En cas de refus de signer cette autorisation, si le consentement du représentant ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale, hors les cas d'urgence. Donc vous devez avoir ce papier, vous devez avoir les documents. Alors ça c'est un peu peut-être dans le monde des bisounours parce qu'il y a une dizaine d'années, il y a je ne sais plus ce que le terme français, national de chirurgie de l'enfant avait fait donc une recherche pour savoir quelles implications pouvaient avoir ces défaillances au consentement, et vous voyez que 10% jusqu'à 10% des événements porteurs de risque avaient été rapportés à ces défaillances au consentement. Alors les causes, elles peuvent être très multiples. On peut avoir omis d'informer les familles de tout ce que je viens de vous expliquer, on ne peut pas connaître la législation. J'espère que je vous ai bien montré que la législation elle est extrêmement claire et qu'il faut la connaître. Et puis c'est vrai qu'on est confronté beaucoup à des familles recomposées, à des familles monoparentales. Les gens ne comprennent pas toujours ce que je vous ai dit tout à l'heure, la différence entre le détenteur de l'autorité parentale et le parent auprès duquel vit l'enfant. Il y a même des fois des concubins ou des parents, mamans qui s'investissent et qui se disent pourquoi c'est pas moi qui peux donner l'autorisation, je suis là, c'est moi qui l'élève, etc. Mais du coup, il n'y a pas de question. Là, le mineur peut être non accompagné ou mal accompagné peut-être. Il peut y avoir pas de documents fournis, c'est pour ça qu'il est bien précisé quels documents il faut fournir. Et puis une situation beaucoup plus embêtante qu'on a déjà rencontrée, c'est-à-dire des situations de conflit familial où finalement l'enfant devient l'enjeu d'un conflit entre ces deux parents qui sont séparés, avec l'un qui refuse d'informer l'autre, et vous vous retrouvez un petit peu, vous, dans cette situation compliquée où vous devez légalement avoir l'autorisation des parents, et en face de vous des gens qui vous expliquent qu'on ne va pas le voir, ou qui vous disent ça fait 3 ans que je ne l'ai jamais vu, ou qui vous disent il est injoignable. En 2025, ne pas arriver avec tous les moyens maintenant qu'on a, les réseaux, tout ce qu'on veut, à absolument ne pas joindre quelqu'un, c'est quand même très difficile.
Et puis, voilà, ces défaillances au consentement, ça a des conséquences importantes. Quand l'enfant arrive le matin, on s'aperçoit que 98% peut-être des patients arrivent le matin, c'est pas le moment de se rendre compte que finalement le consentement, le formulaire n'est pas bien rempli, donc ça désorganise le programme opératoire, ça peut mettre en danger l'enfant. Ça peut mettre en cause votre responsabilité médicale, parce qu'à un moment, si vous considérez que vous allez passer outre cette autorisation des 2 titulaires, vous engagez votre responsabilité médicale, vous restez tout seul face à votre décision d'opérer, d'endormir ou de ne pas endormir. Et donc votre responsabilité morale, encore une fois, s'il y a un désaccord avec les parents, elle peut être un peu lourde. Alors nous, on est aidé chez nous par un service juridique, ça peut être le cas dans d'autres établissements, on a la chance d'avoir un service juridique assez compétent. Et donc, quand on n'a pas l'autorisation des 2, que finalement c'est conflictuel, on adresse ces situations-là au service juridique. Et la plupart du temps, on finit par effectivement faire l'intervention malgré l'absence du consentement des 2 titulaires, en écrivant et en consignant dans le dossier qu'on a effectivement effectué l'intervention pour sauvegarder la santé de l'enfant. On avait à un moment donné un formulaire de décharge, alors qu'il n'a aucune valeur légale, qui a parfois une petite valeur un petit peu d'influence, c'est-à-dire que quand on commence à demander aux gens d'attester sur l'honneur que l'autre parent n'est pas joignable, parfois il y en a qui tout d'un coup on retrouve un numéro de téléphone, on retrouve une façon simple de pouvoir avoir la signature. Voilà, pour l'autorisation. Je vais vous faire juste 3 petites diapos sur la transfusion, parce que c'était également, vous savez qu'il y a des obligations réglementaires et quelques différences chez l'enfant. Je ne reviens pas sur les obligations réglementaires. Vous savez que le groupage ABO doit répondre à 2 déterminations de ce groupage à partir de 2 prélèvements différents et qu'il faut avoir des documents de ces 2 déterminations valides, de groupe sanguin et de phénotype pour toute commande de sang. Alors les cartes de groupe sont éditées par un système informatique. Il doit y avoir l'identité complète du patient, l'identification du laboratoire, la date de réalisation de la signature, les 2 résultats et maintenant donc, la transmission électronique des résultats par le système ERA. L'ARA est également obligatoire pour toute demande et toute administration de globulaire. Vous savez que c'est 72 heures de validité qui sont prolongeables à 21 jours si bien sûr si le résultat est négatif. Et en l'absence d'antécédents de transfusion de grossesse ou de transplantation dans les 6 mois précédents. Ça donc c'est les recommandations HAS. Les RAS sont à refaire après transfusion, dans un délai de 1 à 3 mois après une transfusion. Il y a un cas particulier qui est donc pour les tout petits, et c'est pour ça que je vous présente ça, donc le nouveau-né ou le très jeune enfant. Donc le groupage ABO c'est la même chose, il n'y a pas de différence, on fait le groupage ABO à la naissance de l'enfant, mais en raison de la possibilité d'avoir effectivement des globules rouges maternels, éventuellement des anticorps maternels au niveau du sang de l'enfant, il n'y a pas de groupage définitif avant l'âge de 6 mois. Ce qui veut dire que si vous êtes amené à prendre en charge un enfant de 7 mois ou 8 mois qui a eu des déterminations de groupe quand il est né, par exemple, si vous avez besoin de le transfuser alors qu'il a 7 mois, vous devez refaire une détermination ABO complète. Pour les rails, il n'y a pas de production de rails avant même l'âge de 4 mois. Alors on précise l'âge civil parce que c'est l'âge... Ça peut être la situation de grands prématurés qui peuvent être amenés, c'est souvent les enfants qui sont transfusés. Sachez que jusqu'à l'âge de 4 mois, les seuls anticorps sont d'origine maternelle et que si vous disposez des rails de la mère prélevés dans les 72 heures qui précèdent l'accouchement ou des rails de l'enfant, ces rails seront valables 4 mois, même si l'enfant a été transfusé. Donc un enfant pour lequel vous avez des rails à la naissance ou des rails de la mère à la naissance, même si vous le transfusez jusqu'à 4 mois et demi, vous n'avez pas besoin de refaire des rails pour le transfuser. Les règles pratiques sont les mêmes que chez l'adulte, je vais y passer rapidement. Vous devez informer bien évidemment les parents, le patient, mais ici les parents, c'est obligatoire. Cette information en théorie doit être formalisée. Il faut recueillir en principe le consentement, et vous savez, ou vous ne savez pas, mais qu'en cas de refus de transfusion par les parents, vous devez agir dans l'intérêt de l'enfant, et donc si la transfusion vous apparaît comme nécessaire en raison d'un risque vital, d'un risque de complications importantes, vous pouvez transfuser l'enfant après avoir fait une démarche auprès du procureur de la République. En pratique, en clair, ce qui se passe, c'est que les parents sont destitués de l'autorité parentale le temps de la transfusion. C'est très très rare, c'est exceptionnel, on arrive quand même souvent à avoir l'accord des parents. Donc vous savez que toute transfusion de PSF doit répondre à l'établissement d'une ordonnance sur laquelle est précisé ce dont vous avez besoin, s'il s'agit d'une urgence vitale immédiate, vitale ou relative, tout ça c'est la même chose que chez l'adulte, il n'y a pas de différence. L'acte transfusionnel est également très codifié par la loi, vous le savez. Il faut contrôler la réception des produits
et faire donc, le contrôle ultime pré-transfusionnel qui permet de vérifier la compatibilité biologique entre le culot que vous avez reçu et le patient et qui est renouvelé pour chaque unité transfusée. Vous savez aussi qu'il faut transfuser les PSL dans les 6 heures qui suivent leur réception et que tout ça, ça apparaît également dans un dossier transfusionnel qui permet d'avoir indiqué la surveillance et surtout la traçabilité de ce que vous avez administré comme PSL. Donc voilà, c'est très clair sur le consentement, il n'y a pas de discussion possible, les 2 parents doivent autoriser tout acte d'anesthésie chez un mineur. Il y a un peu plus de flou parfois sur la jurisprudence, et notamment concernant l'urgence. C'est clair que la modification des schémas familiaux nous amène à beaucoup de vigilance et que la défaillance au consentement, elle doit être anticipée. Et un élément extrêmement important, c'est que toute situation difficile ou pas tout à fait comme il faut doit être tracée dans le dossier. Il faut bien écrire dans le dossier tout ce qu'il faut. Et la transfusion, vous le savez, c'est très codifié. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions.